Une production des studios Bass. Vous êtes une société d'histoire, une société de généalogie ou une association familiale? Vous voulez annoncer un événement, une sortie, une réalisation ou une conférence? Contactez-nous afin d'avoir gratuitement une publicité sur notre balado. Visitez le passédécomposé.com avec le bouton pour nous écrire ou encore par courriel à studio@passédécomposé.com. Notre histoire nous sera racontée dans ce passé décomposé. Bienvenue à l'épisode numéro 18 du balado Passé décomposé, axé sur l'histoire de la Nouvelle-France ainsi que la généalogie. Nous sommes très heureux de vous retrouver une fois de plus. Je m'appelle Guillaume Beaulieu et comme toujours, je suis bien entouré par mon fidèle collaborateur Martin Archambault. Bonjour mon cher Guillaume. Bonjour Martin, comment vas-tu? Ça va, numéro un. Écoute, je suis boosté. On a des invités de feu aujourd'hui, Oui. Un sujet super intéressant. Fait que, écoute, on ne peut demander mieux. Vraiment. Avant d'aller trop loin, on se doit de remercier notre commanditaire pour aujourd'hui. Cet épisode est présenté par Généalogie Québec, la plus grande collection en ligne d'archives historiques du Québec et du Canada, avec plus de 100 millions de documents pour retracer votre histoire familiale. Et en tant qu'auditeur, vous profitez d'un rabais exclusif de 25 % sur votre abonnement en entrant le code promo Histoire25 lors de votre achat. Encore une fois, comme tu as dit, Martin, on a des invités qu'on va vous présenter un peu plus tard à l'émission, autant en lien avec notre thème que notre ancêtre du jour. Mais avant d'aller de l'avant avec nos thèmes, pour notre actualité généalogique, je suis allé un peu moins avec la généalogie, mais un peu plus avec un thème qu'on a déjà parlé ici, soit la musique. Je veux vous parler d'un groupe de musique que j'adore qui se nomme La Famille Leblanc. Je vous parle d'eux car le groupe a lancé hier, le 14 mai, leur 3e album. La Famille Leblanc, c'est Papa Robin qui joue notamment du piano et du violon, maman Rebecca qui chante et joue des percussions et leurs 3 filles âgées de 19 à 16 ans, soit Charlotte qui joue du violon et qui chante, Rosalie qui joue du concertina qui ressemble un peu à un petit accordéon et Mélodie qui joue de la flûte. Les 3 filles font également de la gigue lors des concerts. Pour vrai, elles sont talentueuses. 3 belles jeunes filles, une famille très belle aussi qui avec un amour de la musique. Comme on enregistre notre épisode quelques jours avant la sortie de l'album, là, techniquement, l'album n'est pas encore sorti, mais c'est de la musique qui est très traditionnelle, pour la plupart qui est instrumentale, avec quelques chansons chantées aussi. Je vous présente un extrait d'une 30aine de secondes de mon coup de cœur de leur dernier album, donc comme on ne peut pas vous faire entendre encore de nouvelles chansons, c'est une chanson traditionnelle acadienne qui s'appelle Saulniéville et leur album s'appelle Perdrais-je mon temps? C'est pour ma fille qui est dedans. Qu'ils ont la brunette, qu'ils ont la gaiement. Qu'ils ont la brunette, qu'ils ont la gaiement. La charpente du bâtiment, c'est une boîte de fer blanc. Le gouvernail du bâtiment, c'est la queue d'un cheval blanc. Qu'ils ont la brunette, qu'ils ont la gaiement. Qu'ils ont la brunette, qu'ils ont la gaiement. Donc, comme vous avez pu l'entendre par l'accent de Charlotte, la famille vient du nord du Nouveau-Brunswick. Leur 3e album est donc disponible dès maintenant sur toutes les plateformes et s'appelle Amourette. Vous pouvez les suivre sur les différents réseaux sociaux en cherchant La Famille Leblanc et on va même identifier leurs différentes pages sur nos réseaux sociaux. Martin, est-ce que tu aimerais nous présenter une capsule historique du mot du jour, s'il te plaît? Oui, on écoute ça tout de suite. Le mot historique du jour. En Nouvelle-France, la dot était l'ensemble des biens, argent, meubles, bétail, terre qu'une femme apportait à son mari lors du mariage. Elle servait à aider le nouveau couple à s'installer et garantissait la sécurité financière de la femme. Pour les filles du roi, le roi offrait une dot pour encourager le peuplement de cette nouvelle terre d'Amérique. C'est un peu l'ancêtre des cadeaux de mariage, finalement. Ouais.
si on veut, mais qui vient d'un bar seulement. Exactement. Ouais. Martin, je te ramène à l'épisode numéro 10, soit celui sur les vêtements. Nous avions eu la présence de Samuel Veignard, un historien et chargé de projet au Musée naval de Québec, pour nous parler de vêtements. Et nous avions vraiment aimé sa présence et sa connaissance du sujet. On lui avait donc demandé s'il y avait d'autres champs d'expertise et comme il travaille pour le Musée naval, on se doutait bien qu'il devait s'y connaître un peu dans ce domaine. C'est pourquoi il est de retour avec nous aujourd'hui pour qu'on parle du régiment Carignan-Salière, un important contingent de soldats. Re-bienvenue parmi nous, Samuel. Merci, bonjour. Bonjour. D'abord, régiment Carignan-Salière, évidemment, le nom est le nom de deux hommes. Donc, qui étaient ces deux hommes, Carignan et Salière? Il faut dire que ce régiment-là, il est né de la fusion de deux régiments, donc le régiment de Carignan et le régiment de Salière. Donc, celui de Carignan était commandé par un homme qui s'appelle Thomas François de Savoie. C'est un prince du sud de la France. À l'origine, il fait partie d'un royaume qui s'appelle le royaume de Piémont. Donc, ça ne fait pas encore partie de la France. Lui est né à la fin du 16e siècle à Turin. Et donc, comme il est né d'une fratrie de 5 enfants, il est le plus jeune, mais il n'est pas destiné à régner. Et donc, il va faire carrière dans les armes. Et dans les années 1640, il va changer la tradition familiale et va plutôt s'allier au roi de France. Auparavant, sa famille était alliée avec les royaumes d'Espagne. Et donc, il va lever un régiment en 1644, les régiments de volontaires piémontais avec des standards très aguerris, des standards très élevés, et ce qui va devenir donc le régiment de Carignan. Mais lui-même va décéder quelques années plus tard, donc le régiment va être donné à la France. Le deuxième bonhomme, c'est Henri Chastelard de Salière. Donc lui, c'est un officier militaire français, né en 1602. Vers l'âge de 30 ans, il va se mettre à commander des régiments du roi. Et donc, dans les années 50, on va lui confier un régiment étranger, un régiment qui a été élevé par un Allemand et qui va être un des seuls régiments de l'armée française dont tous les soldats portent le même uniforme. Donc ça, c'est assez récent dans l'histoire de France, encore à cette époque-là. Donc, ce régiment-là va devenir le régiment de Salière. Et en 1659, il va absorber le régiment de Carignan pour donc former un seul et même régiment, le régiment de Carignan-Salière. Et quel était le but de la création de ce régiment-là? Pourquoi on a fusionné ces deux régiments et dans quel but ultime, en fait? Mais souvent, après les guerres ou entre deux guerres, le roi réorganisait son armée. Au fil du temps, il y a des régiments qui sont dissous, d'autres qui sont levés. Ils vont s'absorber les uns des autres. C'est exactement ce qui arrive avec ce régiment-là. Donc, les années 1660 en France, c'est une période d'après-guerre, ou plutôt d'entre-deux-guerres, parce qu'il y a une guerre avec la Hollande qui se profile à l'horizon. Donc, le roi réorganise son armée pour l'optimiser. Et parallèlement, il y a des demandes qui viennent de la Nouvelle-France. Pourquoi? Parce qu'à partir des années 1640, il y a des incursions des Iroquois qui sont tellement fréquentes en Nouvelle-France qu'il va régner un climat de guerre quasi perpétuel. Donc, les colons sont attaqués dès qu'ils sortent de chez eux. Ça fait des gros problèmes, notamment dans le coin de Montréal qui s'appelait à l'époque Ville-Marie. Donc, à l'époque, en Nouvelle-France, il n'y a presque pas de soldats. C'est tous des soldats engagés par des compagnies privées. Il n'y a pas vraiment de miliciens. La colonie est vraiment laissée à elle-même. Et donc, le roi va décider qu'il faut régler ce problème-là. Donc, on va envoyer au Canada, finalement, ce régiment, celui de Carignan-Salière, parce que il ne peut pas se passer de n'importe quel régiment. Il y a des régiments principaux qui conservent en France, mais celui de Carignan-Salière est assez nouveau. Il est prestigieux également parce qu'il a gagné des campagnes militaires importantes, notamment en Lorraine. Il a même combattu les Turcs en 1664. Ah, oui. Il se présente bien, donc avec tous ses uniformes standardisés. Donc, ça va être considéré comme le seul régiment dont le roi peut se passer. Et c'est lui, donc, qu'on va décider d'envoyer au Canada à ce moment-là. Et c'est quand le régiment s'en vient en Nouvelle-France, son arrivée est-elle bien perçue ou on se pose la question, ou les soldats plus amateurs qu'on avait ici sur le territoire se disaient, mon Dieu, c'est qui? Pourquoi ils nous envoient ces gens-là? C'est très bien reçu. C'est très bien reçu parce que c'est la première fois dans l'histoire de Nouvelle-France qu'on envoie des soldats professionnels vraiment de l'armée royale pour combattre les ennemis des colons. Les colons n'arrivent pas à s'en sortir, en fait, ici, là, en 1661. On a envoyé à la cour du roi Louis XIV le gouverneur de Trois-Rivières, qui est Pierre Boucher, pour sonner la sonnette d'alarme et dire « on a besoin d'aide ».
Et tout ça va atteindre le prestige du roi qui a beaucoup d'intérêt envers sa colonie du Canada. Et donc, on va décider d'envoyer ces soldats-là, quand même des soldats assez nombreux, qui vont arriver ici dans une colonie qui est assez naissante, il n'y a pas beaucoup de monde. Et ils arrivent, drapeaux flottants, tambours battants, avec leurs beaux uniformes, des armes assez modernes également. Et donc, ça va être très impressionnant et ils vont être assez bien reçus par les Canadiens. Je vous avoue, Samuel, que moi, tout ce qui est armée, c'est un sujet que je m'y connais très peu. Et en faisant parfois des recherches, je vois, soldats du régiment, mettons, Carignan-Salière, ou soldats de la compagnie, un tel. J'imagine ces deux termes totalement différents. C'est quoi la différence entre un régiment et une compagnie? Une très bonne question. C'est comme différentes grosseurs d'unités de combat. La plus petite unité de combat dans une armée, c'est une compagnie. Ça représente environ 100 hommes. Donc, environ 5 compagnies vont former un bataillon, donc environ 500 hommes. Et normalement, dans un régiment, on a 2 bataillons, donc ce qui totalise environ 1000 hommes. Donc, un régiment, grosso modo, là, c'est environ 1000 hommes. Le régiment il est commandé par un colonel, et donc souvent le régiment va porter le nom de son propriétaire. Souvent, ce sont des nobles. Donc, le nom de leur propriétaire, leur titre de noblesse, c'est donc une région de France. Comme Auvergne, d'Artois, par exemple. Donc, des régiments vont finir par prendre le nom de province française parce que leur propriétaire, leur colonel, c'est un noble qui vient donc de cette région et qui est un seigneur des environs. Donc, il y a un colonel qui dirige le régiment. Ensuite, dans ce régiment-là, donc, il y a 2 bataillons. Ces bataillons-là sont dirigés soit par le lieutenant-colonel qui vient seconder le colonel ou un capitaine de compagnie qui est le plus âgé. Ça allait un peu avec l'ancienneté. Et donc, ensuite, vous avez des compagnies de soldats dont chacune est dirigée par un capitaine, secondé par un ou plusieurs lieutenants et des enseignes qui sont comme des officiers. Eux, ils ne se mélangent pas vraiment aux hommes. Avec les hommes, donc avec la compagnie de soldats, au quotidien, dans les casernes, dans l'entraînement, on a les sous-officiers qui, eux, vont vraiment partager leur quotidien, s'occuper de leurs vêtements, leur équipement, leur bien-être. Donc, ça, c'est en ordre d'importance du haut en bas. Les sergents, ensuite, et les caporaux. Et parfois des anspessades. Donc, c'est tous des termes reliés finalement à différentes grosseurs d'unités militaires. Mais le régiment, grosso modo, c'est 1000 hommes et la compagnie, environ 50 à 100 hommes, dont la différence. Carignan-Salière, est-ce que c'est 2 régiments, donc 2000 hommes, ou c'était considéré comme un régiment? C'est un seul régiment. En fait, ces 2 régiments-là avaient combattu à plusieurs reprises, donc les effectifs étaient réduits. Donc, ils vont tout simplement fusionner ensemble pour former un régiment plus complet plutôt que de recruter des soldats supplémentaires pour rejoindre. On va tout simplement réorganiser le système et boum, vous avez désormais un nouveau régiment. Il faut dire qu'ils vont aussi absorber des compagnies d'autres régiments qui sont en voie d'être dissous, comme le régiment de Broglie qui va être licencié en 1661. Donc, on va éparpiller un peu les compagnies partout dans différents régiments qui, eux, gagnent à être gonflés. Le régiment de Chambéry, de Poitou, d'Auvergne également vont avoir des compagnies qui vont être absorbées par ce nouveau régiment-là. Et ce régiment-là, donc, il va être fondé en 1659, le régiment de Carignan-Salière, avant même d'arriver en Nouvelle-France. Il va combattre notamment lors de batailles assez prestigieuses. Je pense notamment au siège de Marsal qui se trouve en Lorraine actuellement en 1663. Et ils vont également combattre à la bataille donc, de Saint-Gothard qui est en Hongrie, qui est une bataille qui va se dérouler contre les Turcs en 1664. Donc, quand la même année, 1664-1665, ils sont appelés par le roi pour venir rejoindre la Nouvelle-France, ils doivent traverser une partie de l'Europe, en tout cas au moins une partie de la France à pied pour se rendre jusque dans les ports de France et ensuite s'embarquer sur l'Atlantique vers le Canada. Donc, c'est déjà traverser la France à pied, c'est déjà quelques semaines. Le TGV n'existait pas encore, malheureusement, à l'époque. Vous le dites, quand ils vont arriver en Nouvelle-France, ils vont être quand même bien reçus. Le nom de Carignan-Salière, du moins dans la Montérégie, donc Sainte-Julie, Belleuil, la ville de Carignan, justement, c'est un nom qui est quand même assez connu. Pourquoi le nom va traverser le temps? J'imagine que c'est un régiment qui a quand même eu quelques accomplissements sous la cravate. Exact. Puis dès leur arrivée, en fait, ils vont vraiment laisser un legs très important, c'est-à-dire que ils arrivent en juin 1765, ils débarquent à Québec. Vraiment, là, c'est comme une parade parce que vous avez 1100 hommes qui arrivent d'un coup. Ils vont augmenter par 200 autres hommes qui arrivent des Antilles. Donc, vous avez tous ces soldats qui arrivent là, avec leurs uniformes, leurs armes,
qui sont issus des dernières réformes militaires. Au Canada, il y a peut-être 3000 personnes au total dans toutes les villes. Donc, vous avez 1000 hommes qui arrivent sur une colonie de 3000 personnes. Ça fait déjà beaucoup de monde. Donc, on sent qu'il y a quelque chose d'important qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est la guerre contre les Haudenosaunee. Donc, on disait autrefois les Iroquois. Le nom autochtone, c'est Haudenosaunee. Donc, ils arrivent ici et ils vont très vite descendre vers la vallée du Richelieu. Donc, la rivière Richelieu, qui est la route d'invasion principale du Canada. Tout le monde passait par là. D'ailleurs, on l'appelait la rivière des Iroquois. Et ils vont commencer par fonder plusieurs forts. Fort Sainte-Thérèse, Fort Chambly, Fort Saint-Louis également. Et ensuite, ils vont entamer des expéditions militaires. Ils vont entamer une première expédition en janvier 1667. En janvier, il y a de la neige pas mal. Et là, on tente d'envahir le territoire iroquois. Donc, on a 600 soldats avec une poignée de miliciens qui tentent d'envahir le pays. Mais ça ne fonctionnera vraiment pas comme prévu parce que les soldats n'ont pas de raquettes. Les commandants refusent d'attendre les guides algonquins pour les guider. Donc, la troupe se perd dans la neige épaisse. Certains s'enfoncent. Une soixantaine périssent. Ils ont une couverture pour 3 soldats. Bref, ils sont mal équipés. Ils rebroussent chemin. Mais ils vont revenir en septembre 1666. Et là, l'expédition va être un succès. C'est-à-dire qu'ils vont débarquer dans les villages iroquois. Ils vont semer la mort et la désolation, vont brûler les villages, vont détruire les récoltes. Par contre, il n'y a aucune bataille qui a vraiment eu lieu parce que les Iroquois les ont vus arriver et ils ont tout simplement reculé au fur et à mesure qu'ils avançaient. Mais ils vont quand même être impressionnés par cette démonstration de force-là puisqu'ils vont signer une paix en 1667, donc une paix qui va durer au moins 20 ans. Et suite à ça, au lieu de retourner en France, le roi Louis XIV, accompagné de son ministre des Finances, Jean-Baptiste Colbert, va inciter les soldats du régiment de Carignan-Salière à demeurer au Canada. Et pour ça, on va leur fournir une seigneurie, par exemple, pour les officiers, une somme d'argent, des vivres pendant 1 an. Donc, c'est très intéressant. Et les soldats également vont se faire offrir un salaire, l'équivalent d'un salaire annuel, une terre, etc. Donc, souvent, ils vont s'établir avec leurs officiers dans une forme de proximité. Et donc, ils vont fonder une série de nouvelles seigneuries dont les noms sont encore connus aujourd'hui. Berthier, Lanoraie, Lavaltrie, Sorel, Contrecoeur, Verchères portent tout le nom d'officiers du régiment de Carignan-Salière. Et donc, sur les 400 qui vont rester, environ 300 vont se marier, plusieurs vont marier des filles du roi. Et donc, on dit qu'aujourd'hui, il y a plus de 1 million de Canadiennes et Canadiens qui descendent de ces soldats venus défendre la Nouvelle-France. Donc, ça laisse un héritage très durable au pays. On les invite à rester au pays dans le but d'éventuelles attaques ou parce que c'est plus facile que de les ramener en France? Pourquoi on leur offre de rester en Nouvelle-France à ce moment-là? C'est les deux. En fait, on ne tient pas à garder le régiment à ce moment-là, puisque la paix arrivant, ben, c'est des frais d'entretien et tout ça. Puis on veut coloniser la Nouvelle-France d'une seconde main. Donc, c'est un peu faire d'une pierre deux coups. Et en plus, ben, ces soldats-là, qui sont des soldats aguerris, qui s'établissent sur le territoire, forment une espèce de noyau dur de militaires, finalement, de citoyens soldats, qui vont pouvoir rester ici et entraîner la milice canadienne. Parce que en 1668, le régiment est rappelé en France. Donc, il y a à peu près un petit peu moins que la moitié qui reste. Mais dès l'année suivante, on instaure le système de milice au Canada, c'est-à-dire que chaque homme entre 16 et 60 ans est obligé de posséder une arme à feu, est obligé de se présenter 1 fois par mois pour un entraînement militaire et sont obligés de répondre aux levées militaires pour des expéditions, des patrouilles, etc. Et donc, on va compter sur les officiers et les soldats du régiment de Carignan-Salière pour entraîner cette milice-là. Et donc, il va y avoir un transfert de connaissances qui va se faire. Très intéressant. Donc, vous en parliez là, que justement, ils vont finir par être démobilisés. Donc, c'était à quel moment exactement? Puis, je crois comprendre, dans le fond, que la raison de cette démobilisation, de la fin de ce régiment-là, c'est des questions financières principalement. Oui, en partie, effectivement. C'est-à-dire qu'en période de guerre, on enrôlait énormément. Puis en période de paix, ben, on démobilisait un maximum. C'est comme ce qu'on faisait ici au Canada pendant les guerres mondiales. Là. C'est pas très différent. Là. Donc, ce qu'on faisait, c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale, ici, on a construit énormément de bateaux. On avait une des flottes les plus puissantes au monde, avec plus de 400 navires et bateaux. Puis dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il fallait liquider tout ce surplus-là. Mais c'est un peu la même chose là, qui se passe en France. Surtout, c'est un moment, le 17e siècle, où on a une armée professionnelle qui est encore en construction. Tous les soldats ne sont pas équipés de la même façon. Les soldats de même régiment ne portent pas nécessairement tous le même uniforme. Donc, il n'y a rien de tout ça qui est standardisé
il y a beaucoup, beaucoup de mobilité dans l'armée. Et donc, il y a des raisons financières. Et en 1668, donc, la paix est réglée au Canada. Donc, il n'y a plus de nécessité de garder ces soldats-là sur le territoire. C'est là qu'on va organiser donc, le départ des troupes et leur rapatriement en France, du moins pour une partie d'entre eux. Le régiment Carignan-Salière, c'est pas la seule compagnie, c'est pas le seul bataillon ou même régiment qui va être venu jusqu'en Nouvelle-France. Pourtant, ça semble être un nom très connu, un nom qui a duré dans l'histoire. Il y a des écoles maintenant à ces noms-là. Pourquoi ce régiment-là semble avoir marqué autant, peut-être plus que d'autres régiments, par exemple? Tu as tout à fait raison. Il y a d'autres régiments de soldats de l'armée royale qui vont venir au Canada, mais beaucoup plus tard, presque 100 ans plus tard. Donc, il y a comme un vide qui va être comblé par ces soldats-là. Entre-temps, c'est de l'infanterie coloniale qu'on va emmener en Nouvelle-France, c'est les troupes de la marine. Mais entre les soldats du régiment de Carignan-Salière et ceux qui vont venir pendant la guerre de 7 ans, donc à partir de 1756, 100 ans plus tard, on n'a pas de soldats royaux qui viennent au Canada. Et il n'y a personne qui va faire un legs aussi important qu'eux. En s'établissant ici, puis en fondant les nouvelles seigneuries, ils vont permettre finalement aux Français de prendre véritablement le contrôle de la vallée laurentienne, parce qu'auparavant, ils étaient vraiment challengés par les nations iroquoises du sud du lac Ontario. Il y a 5 nations iroquoises qui vont traditionnellement être les alliés des Anglais et qui vont vraiment faire la guerre aux Français, leur mener la vie dure. Donc, c'est vraiment grâce à la venue de ces gens-là qu'on va donc pouvoir instaurer cette période de paix qui va permettre à la colonie de croître. En plus, aujourd'hui, il y a encore un patrimoine qui est visible de ces gens-là. Quand on va, par exemple, au Fort Chambly, le Fort Chambly, c'est le nom d'un officier du régiment de Carignan-Salière. Et on va construire ce fort-là en bois dans un premier temps, puis on va le reconstruire en pierre. Et aujourd'hui, le fort, il existe encore et on peut encore le visiter. Donc, ça devient une espèce de joyau du patrimoine du Québec. Et puis, questionnez les gens autour de vous, vous allez en trouver de nombreux qui viennent de ce régiment-là, qui ont fondé des familles nombreuses. Et donc, ils ont laissé une trace là, beaucoup plus que les soldats qui sont venus 100 ans plus tard, qui, eux, sont presque tous repartis en France sans s'établir. Oui, puis ce que j'étais en train de me dire pendant que tu parlais, c'est que souvent, les gens essaient de valider ou de démontrer leur filiation avec l'une des filles du roi, par exemple, alors que beaucoup d'entre nous pourrions sûrement démontrer une filiation avec de ces soldats-là, là, parce que s'ils sont arrivés à plus de, 1100 soldats d'un coup, alors que la population était de quelques milliers tout au plus, l'impact a été très grand. Là, plus grand. En fait, en volume, c'est plus grand que les filles du roi. C'est plus nombreux que les filles du roi. Oui, tout à fait, effectivement. Puis, il y en a plusieurs qui vont marier des filles du roi. Et quelque part, aujourd'hui, ça devient quelque chose de prestigieux. Aujourd'hui, quand vous avez un descendant, en fait, un ancêtre ou une ancêtre qui fait partie des filles du roi ou un ancêtre qui fait partie du régiment de Carignan-Salière, mais là, quand vous avez les deux ensemble, c'est le jackpot, c'est le jackpot assuré. Puis, à quelque part, on est fiers de ça, puis je pense qu'on a raison de l'être parce qu'on oublie souvent une chose, la Nouvelle-France, elle se distingue des autres colonies en Amérique du Nord ou même dans le monde parce que c'était une société qui était très militarisée. On ne retrouve pas ça dans les 13 colonies anglaises, par exemple. Donc, la présence de soldats, la présence de citoyens soldats qui sont entraînés par des militaires, la présence d'infanterie coloniale qui vient dans le pays, c'est quelque chose qui nous distingue du reste du monde et je pense que ça donne une saveur particulière à notre histoire. Samuel Veignard, historien et chargé de projet au Musée naval de Québec. On sait que vous aviez un horaire très chargé, surtout dans les derniers jours. On vous remercie de votre présence. Lors de votre présence la dernière fois, on avait eu des très bons commentaires entre nous, Martin et moi, mais aussi des auditeurs. Donc, c'était tout naturel de vous réinviter pour un autre sujet. Un immense merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous autres. Martin, est-ce que tu peux nous présenter ce que tu as fait comme capsule historique, s'il te plaît? Oui, bien sûr. On écoute ça à l'instant. Quand on parle des débuts de la Nouvelle-France, on pense souvent à Samuel de Champlain, aux explorateurs, aux alliances et aux grandes décisions. Mais pendant que certains dessinaient des cartes, d'autres faisaient quelque chose d'encore plus essentiel. Ils plantaient des patates. Et parmi eux, un homme se démarque, Louis Hébert, le premier colon agriculteur de la colonie. Autrement dit, le gars qui a décidé que survivre, c'était bien, mais manger, c'était mieux.
Louis Hébert naît en 1575 à Paris. Pas dans une cabane en bois, non, dans une ville animée où il apprend le métier d'apothicaire. En gros, il travaille avec les plantes, les remèdes et les herbes médicinales. Un genre de pharmacien version 17e siècle, sans assurance médicaments, mais avec beaucoup de débrouillardise. Très tôt, il s'intéresse aux plantes du Nouveau Monde. Et ça tombe bien parce qu'il connaît un certain Samuel de Champlain qui lui parle d'un endroit merveilleux, plein de potentiel et accessoirement plein de moustiques. La Nouvelle-France. Louis Hébert ne débarque pas à Québec du jour au lendemain en disant « Bon, je vais aller m'installer ici pour toujours ». Non. Il fait d'abord des allers-retours, notamment en Acadie vers 1606. Il observe, il apprend, il teste. Un peu comme quelqu'un qui visite un chalet l'hiver avant de décider de s'y installer pour vivre à l'année. Sauf qu'ici, le chalet n'a pas de chauffage. Et c'est en 1617 qu'il prend une décision majeure. Il s'installe définitivement à Québec avec sa femme, une nommée Marie Rollet, et leurs enfants. Et là, il parle d'un geste énorme. Parce qu'à ce moment-là, Québec, ce n'est pas une ville, c'est un poste de traite. Quelques bâtiments, beaucoup de forêts et pas vraiment d'épicerie au coin de la rue. Louis Hébert devient donc le premier véritable agriculteur de la colonie. Celui qui va transformer un coin de forêt en terre cultivable. Et comment il a fait ça? À la hache, à la pelle, et avec beaucoup de sueur et probablement quelques moments de découragement. Hébert défriche la terre, plante des céréales, cultive des légumes, il expérimente et il prouve une chose essentielle, oui, on peut vivre de la terre en Nouvelle-France. Ça peut sembler évident aujourd'hui, mais à l'époque, c'était une révélation. Grâce à lui, la colonie passe doucement d'une simple colonie commerciale à un début de société agricole. Autrement dit, on commence à s'y installer pour de vrai. Et pendant ce temps-là, Marie Rollet, sa femme, joue un rôle clé. Elle s'occupe de la famille, participe à la vie quotidienne et s'implique aussi auprès des Autochtones, notamment dans l'éducation. Bref, c'est une solide équipe. Les enfants de Louis Hébert vont eux aussi laisser leur marque, sa fille notamment, qui fera partie des premières familles établies durablement en Nouvelle-France. Résultat, aujourd'hui, des milliers de Québécois peuvent retracer leurs origines jusqu'à lui. Oui, si tu fais de la généalogie, et si tu écoutes ce balado, c'est probablement le cas, il y a de bonnes chances que Louis Hébert soit quelque part dans ton arbre, un peu comme un ancêtre VIP, mais en version très terre-à-terre. À cette époque, évidemment, tout n'était pas parfait, la vie était dure, les hivers longs, les récoltes incertaines et les ressources limitées. Et disons que Louis Hébert n'avait pas accès à un tracteur, une quincaillerie, ni à un tutoriel YouTube intitulé « Comment défricher une forêt en 10 étapes faciles ». Il apprend en faisant parfois des erreurs et en se trompant. En 1627, la vie de Louis Hébert prend une tournure inattendue. Il fait une chute, probablement sur la glace, et il meurt suite de ses fractures. Oui, après avoir survécu à l'Atlantique, à la forêt, aux hivers, à la colonisation, c'est une chute qui aura le dernier mot. Comme quoi, en Nouvelle-France, les dangers peuvent venir de partout, même du sol. Louis Hébert n'était pas un général, ni un gouverneur, ni un explorateur flamboyant. C'était un travailleur, un pionnier, un homme qui a pris une terre sauvage et qui l'a rendue cultivable. Grâce à lui, la Nouvelle-France a commencé à devenir un lieu où l'on ne fait pas que passer, mais on s'y installe. Alors la prochaine fois que vous mangerez un légume du Québec, pensez à lui. Parce qu'avant les marchés publics, avant les fermes modernes, il y avait un homme, une hache et beaucoup de détermination et probablement un très bon dos. Parle de généalogie de la famille Hébert. J'avais déjà croisé des gens qui se vantaient, là, des Hébert, qui étaient comme « Ah, moi, je suis un descendant direct de Louis Hébert. » Et ça pas m'a nécessairement, hein? Non, parce que ça m'a fait un immense plaisir d'y rappeler que Louis Hébert, en fait, a eu un seul fils, Guillaume, et Guillaume a eu lui-même 2 fils. Un seul fils, pardon, et ce seul fils n'a pas eu d'enfant parce qu'il est décédé, tué par des Iroquois, quelques années après son mariage. Donc, il existe malheureusement aucun descendant Hébert en ligne patrilinéaire, mais effectivement par association, par mariage, il y en existe plusieurs, effectivement, parce qu'il y avait eu aussi quelques filles. Pour
Pour l'épisode d'aujourd'hui, on vous parle du 14e nom le plus populaire au Québec, avec 4 personnes sur 1000 qui portent ce nom, soit le nom Lévesque. Il existe environ une quinzaine d'ancêtres qui portent le nom Lévesque, qui sont venus s'installer au Canada et qui ont fondé une famille. Et tu te rappelles, Martin, au début de la saison, on avait dit qu'on n'allait pas traiter des familles qui avaient trop d'ancêtres, justement pour être certain de rejoindre le plus de gens possible. On fait une petite exception pour la famille Lévesque parce que malgré sa quinzaine d'ancêtres, bien, il y a 70% des Lévesques du Québec qui sont les descendants d'un seul homme, Robert Lévesque, donc il est l'ancêtre le plus important. On vous invite à faire votre généalogie pour voir s'il s'agit bel et bien de votre ancêtre direct, notamment grâce à généalogiequebec.com. Et pour parler de Robert Lévesque, on reçoit avec nous le responsable de la généalogie de l'Association des Lévesques, M. Michel Lévesque. Bonjour, M. Lévesque. Bonjour. Vous allez bien? Merci d'être avec nous. Pouvez-vous d'abord nous parler de la création de l'Association des Lévesques? L'Association des Lévesques a commencé vers les années 1987, à peu près. 97, on est réunion avec des gens du Nouveau-Brunswick, des gens de Québec, pour former une association qui avait déjà été fondée, le siège social, en Colombie-Britannique. Donc, ça nous prenait des lettres patentes ici pour être capable de fonctionner. Donc, on a eu des discussions, puis on a fait un premier conseil d'administration. Donc, j'en suis un des premiers qui était là-dedans, avec Fernand Lévesque, Dan Lévesque, Lorraine, René Lévesque de Saint-Antoine-de-Tillé et plusieurs autres. Puis, on a formé l'association avec les lettres patentes au Québec. Intéressant. J'ai vu sur votre site web que vous avez quand même des rassemblements et des activités. Je crois comprendre qu'il y a un rassemblement qui va se tenir en septembre prochain. C'est bien ça? Tous les ans, à peu près au mois de septembre, on a un RGA qu'on appelle, une réunion qui rassemble les membres puis qu'on discute. Puis souvent, on a toujours relié avec une activité quelconque, soit une visite de ce qu'on fait de rassemblement, avec souvent des raconteurs, des gens qui demeurent dans ces coins-là, qui nous montrent le coin de pays, donc soit par autobus, soit par à pied, dépendant des situations. On visite des musées, un paquet de rencontres comme ça, plus l'OREA qui, naturellement, c'est pour des fois pour les nouveaux membres, puis les nouveaux aussi conseils d'administration qui veulent s'impliquer. Puis vous avez également le Lévesque Info. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Oui, notre journal il s'appelle présentement le Lévesque Info. C'est un journal qu'on publie 4 fois par année. C'est des histoires de famille, des gens qui veulent conter leur histoire. Puis souvent, moi, je fais la généalogie pour identifier de quel ancêtre qu'ils deviennent. Donc, automatiquement, c'est plaisant pour les gens de voir que, mettons, moi, je viens de Robert, l'autre peut venir de Pierre Joachim, l'autre va venir de ses 3 fils. Mais aussi, il y a des Pierre et Marie Croisette aussi, qui est du Sablé, les Rompré. Il y a les Lafrance, il y a les Sans aussi. Il y en a beaucoup de Lévesque, là. Donc, il y a François et Marie Granger aussi, qui est au bout de la Gaspésie. Il y en a beaucoup, beaucoup. Puis, de ce qu'on comprend, il y en a au travers le Canada, parce que vous disiez que la naissance là, de cette association-là, c'était en Colombie-Britannique. Donc, on peut comprendre qu'il y en a un peu plus au travers le Canada, en fait, pas juste au Québec. Non, il y en a partout. Aux États-Unis, au Nouveau-Brunswick. Présentement, moi, je possède une base de données de 118 000 Lévesques de Robert, plus les autres, les Sans-Souci, les du Sablon, environ une vingtaine de mille. Donc, ça fait beaucoup de classement. Énormément de travail, surtout. Donc, on va y aller de l'avant avec l'histoire de ce cher Robert et M. Lévesque. Vous ne vous gênez surtout pas d'ajouter de l'information si quoi que ce soit. Donc, Robert Lévesque est baptisé le 3 septembre 1642 à Hautot-Saint-Sulpice, qui est dans la région de la Normandie, en France. On l'a déjà dit dans un autre épisode, mais pourquoi il y a un S muet au milieu de son nom? Eh bien, le S, à cette époque, fait office d'accent grave ou circonflexe. Donc, pour éviter la prononciation Lévesque, on va mettre le S, ce qui va donc donner Lévesque, mais on ne le prononçait pas même à l'époque. Hautot-Saint-Sulpice, ça se situe à une quarantaine de kilomètres au nord-nord-ouest de Rouen, donc la capitale de la Normandie.
On en connaît très peu sur la famille de Robert. Son père, Pierre Lévesque, a épousé Marie Caumont ou Gaumont, tout dépendant, possiblement le 27 octobre 1641, toujours à Hautot-Saint-Sulpice, mais l'information ne peut même pas être confirmée faute de preuves. Nous savons toutefois que Robert a un frère, François, qui est de 2 ans son cadet, mais François ne semble pas avoir traversé l'Atlantique quant à lui. Son début de vie est plutôt mystérieux. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur son arrivée en Nouvelle-France? J'ai envie de te dire oui, mais non. Dans le sens que on a des informations quant à son arrivée, mais encore là, la majorité des informations inscrites à son sujet comportent souvent le mot possiblement, la mention possiblement. Donc, Robert est possiblement arrivé au Québec le 17 juillet 1671 à bord du bateau le Saint-Jean-Baptiste en compagnie de d'autres colons. C'est l'information qui semble la plus plausible, du moins bien qu'impossible malheureusement de la confirmer. À bord du bateau, en plus de 300 tonneaux de matériaux, il va y avoir 2 charpentiers et 2 maçons. En plus de ces professionnels, on va retrouver 100 hommes, 120 femmes, 50 moutons et brebis et 10 ânes et ânesses, tout ça sur le même bateau. Un des 2 charpentiers nommés qui était sur le bateau sera justement notre homme Robert Lévesque. Ça devait être toute une belle traversée. Ça devait pas être évident. Oui. Est-ce qu'on sait si Robert va s'installer à Québec comme bien des colons de l'époque? Bien, en fait, sur le même bateau que Robert va se trouver Jean-Baptiste François Deschamps qui s'était fait concéder une terre fort possiblement à Québec avec une partie de l'équipage, donc Robert. Il va commencer à travailler cette terre-là, mais rapidement, ils vont décider d'abandonner la terre à cause de la menace iroquoise qui plane. À l'automne 1672, Deschamps va donc faire la demande à l'intendant Jean Talon d'avoir une concession ailleurs, dans un endroit un peu plus sécuritaire, mais surtout moins menaçant. C'est alors que Jean Talon va concéder à Deschamps ce qui va devenir plus tard la seigneurie de Rivière-Ouelle, une terre dont Deschamps va devenir le seigneur, justement. Donc, Deschamps, avec sa main-d'œuvre, donc Robert Lévesque, va se déplacer à cet endroit pour exploiter cette terre au menu défrichage de la terre et construction d'un manoir seigneurial. Donc, Robert il y a une belle petite occupation, il s'occupe de la terre de quelqu'un d'autre, mais j'imagine qu'il ne voudra pas travailler toute sa vie sur la terre d'un autre. Là. Effectivement. Après 2 ans de travail avec Deschamps, Robert Lévesque va obtenir finalement sa propre concession de terre, toujours à Rivière-Ouelle. Sa terre va faire 12 arpents de front et 30 arpents de profondeur. On parle donc d'une terre d'environ 700 mètres de large par 1,7 km de profondeur. Directement face à sa terre se trouve la rivière Ouelle, donc il pourra facilement aller faire des provisions d'eau. De chaque côté se trouve une terre, d'abord d'un côté, une terre qui est non cédée, non habitée, et de l'autre côté, ça va être la terre de Jean Gallerand-Boucher, qui est un des ancêtres de cette famille. Il va également se voir céder une parcelle de terre dans les prairies un peu plus loin qui va également lui donner accès à un plan d'eau où va se trouver d'ailleurs plusieurs saumons et il va obtenir par le fait même un droit de pêche au saumon. Bien sûr, une terre comme ça, c'est pas gratuit. Pour sa grande terre, l'évêque va devoir donner au seigneur à chaque année 6 chapons vivants. Un chapon, c'est un coq adolescent, si on veut, là, qui n'a pas atteint totalement sa pleine maturité sexuelle. Ouais. Pour sa concession, lui donnant accès à la pêche, il devra donner 20 sols tournois, qui est donc un montant d'argent, et 1/20 de tous les saumons qu'il aura pêchés. Enfin, il va devoir donner un montant de 15 sols pour l'ensemble de sa concession, pour un total de 25 sols tournois. Comme la grande majorité des contrats de concession, celui-là inclut également la clause qui devra obligatoirement faire moudre son grain au moulin seigneurial dès que la construction va être terminée. Comment il va faire pour se payer tout ça? Eh bien, il va pouvoir vendre un peu de ses récoltes, mais surtout, Robert est engagé comme charpentier au Séminaire de Québec avec un impressionnant salaire de 200 livres. Écoute, ces affaires vont bien. Il y a une terre, un droit de pêche, un bon travail. Mais là, l'appel de la nature. Il manque une famille. Hein? Exactement. Ben, ça va être la prochaine étape pour notre cher Robert. Je vais donc vous parler de Jeanne Chevalier, parfois inscrite Le Chevalier, une jeune femme née vers 1644 à Dieppe, donc pas très loin de la ville natale de Robert, justement. Jeanne fait partie d'un contingent de filles du roi qui viennent au pays en 1671 dans l'espoir d'avoir une vie meilleure. Je me répète, mais notre tout premier épisode parlait justement des filles du roi et de tous les mythes qui entourent ce programme. Si vous ne l'avez pas déjà écouté, il est disponible partout.
Quelques semaines après son arrivée, Jeanne va épouser Guillaume Lecanteur, dit Latour, natif de la Normandie également. Ils vont signer ensemble un contrat de mariage qui va suivre les normes de la coutume de Paris. Qu'est-ce que ça implique? Ben, ça ressemble un peu à ce qu'on connaît aujourd'hui, en fait. C'est de dire que tous les biens qui vont avoir été acquis pendant le mariage vont appartenir au couple et qu'en cas de décès d'un des deux, ben, les biens vont être répartis entre l'époux survivant et les enfants dans le cas échéant. Guillaume va inclure dans ce mariage un montant de 300 livres qui sera exclusivement à son épouse en cas de décès. Jeanne, pour sa part, elle va apporter dans le mariage des biens pour une valeur de 300 livres, ainsi qu'un montant de 50 livres qu'elle aura reçu du roi en guise de remerciement d'avoir pris part au programme des filles du roi. Le couple va avoir ensemble 3 enfants, mais Guillaume décède environ 7 ans seulement après son mariage, laissant Jeanne seule avec de jeunes enfants à s'occuper. Elle va donc se trouver un autre mari rapidement et ce second mari, c'est justement Robert Lévesque. Le couple va se marier le 22 avril 1679 dans l'église de l'Ange-Gardien près de Québec. Lors du mariage, Robert va signer son nom avec un dessin de ce qui ressemble possiblement à une équerre pour représenter son métier de charpentier. Avec ce mariage, il va également adopter les enfants du premier mariage de Jeanne, comme ils sont encore en bas âge, mais va également donner 6 enfants de plus à Jeanne, soit 5 garçons et une fille. Tu as dit tantôt que le couple, le Lecanteur-Chevalier, s'était marié selon la coutume de Paris. Donc, Jeanne, ça veut dire que quand elle s'est mariée avec notre vedette du jour, elle n'est pas arrivée les mains vides, là? Techniquement, tu as raison. La réalité, malheureusement, est différente parce que Guillaume avait des biens évalués à environ 40 livres. Ça incluait entre autres une marmite, une chaudière, un coffre, un peu de vêtements, quelques outils. Toutefois, Guillaume Lecanteur va avoir surtout contracté plusieurs dettes durant son court mariage et ce sont des dettes qui dépassent largement les avoirs du défunt. Donc, pour éviter de se retrouver avec les dettes de son défunt mari, Jeanne va devoir renoncer à l'héritage de Guillaume. Elle arrive donc les mains totalement vides de biens durant cette union, mais le couple ne sera pas mal pris pour autant. 2 ans après leur mariage, on voit sur le recensement que les Lévesque possèdent 4 fusils, 11 bêtes à cornes et 10 arpents de terre en valeur. Des arpents en valeur, ça veut dire que la terre est déjà défrichée et est prête à la culture. On se rappelle qu'il y a une terre beaucoup plus grande que ça, mais le reste est tout simplement pas défriché. En même temps, avec une terre d'1,2 km², on défriche pas nécessairement chaque petit recoin non plus. Notre Robert n'est pas en plaindre. Il y a des terres, mais côté propriété... il n'est pas à plaindre de ce côté-là non plus. Le 29 juillet 1683, il va recevoir du Seigneur des Champs une nouvelle concession de terre, assez près de sa première. D'ailleurs, en fait, il y a seulement la terre de Jean Galéran-Boucher qui va séparer ces 2 terres. Ce nouveau lot mesure 12 arpents de large par 40 arpents de profond. Wow, c'est gros, ça, là. Donc, c'est la même largeur que sa première, mais 2,3 km de profondeur au lieu d'1,7 km. Et la terre inclut également des droits de chasse, mais ça va lui coûter 6 chapons vivants, donc les jeunes coqs qu'on parlait tantôt, et une rente de 12 sols. Guillaume, j'essaie de faire des liens, des fois ça marche. On a parlé souvent des héros de Rivière-Ouelle. Oui. Est-ce que Robert fait partie de ceux qu'on appelle les héros de Rivière-Ouelle? Oui, tout à fait. Robert va avoir été de ceux qui auront volontairement pris les armes, sans aucune formation ni connaissance pour repousser les troupes de Phipps qui voulaient envahir et conquérir Rivière-Ouelle. Puis, on parlait de terre, là, il y a quelques secondes. Eh bien, le couple Lévesque-Chevalier, ils vont même pas s'arrêter là. Ils vont acquérir d'autres terres à Rivière-Ouelle encore. Avec cette dernière transaction, Robert et Jeanne deviennent un des couples les plus importants en termes de biens fonciers. Bien évidemment, ils n'ont pas besoin d'autant de place pour la culture, donc on peut donc se douter qu'il y avait fort probablement de la location de terres afin de s'assurer d'une certaine rentabilité aussi également. De ce que j'ai compris, les années qui vont suivre seront pas toujours aussi roses, là, donc une succession de malheurs les attend, si je ne me trompe pas. Hein? Vraiment, c'est comme si le karma avait décidé de s'acharner, étant donné qu'il y avait eu une belle vie prospère au début. Quelques jours après avoir acheté leur dernière terre, ils vont décider d'en faire don à Nicolas Lecanteur, le premier enfant de Jeanne, qui est né lors de son premier mariage. Il est stipulé dans le contrat que ce don de terre-là vise à lui faciliter son avancement et son établissement dans la vie. Nicolas aura à peine le temps de s'installer parce qu'il décède 5 semaines après l'acquisition de cette terre-là, le 1er novembre 1692, d'une cause inconnue.
Le décès de Nicolas marque un 4e décès en tout autant d'années pour Robert et Jeanne. Dans les années précédentes, le couple va avoir perdu leurs 2 jeunes fils, fort possiblement de la variole, alors qu'ils sont à peine âgés d'1 an. Et il y a également leur fille Marianne qui est décédée à l'âge de 10 jours de cause inconnue. Quelques années après cette vague de décès-là, le 11 octobre 1698, Robert et Jeanne vont faire don de leur terre à Charles le Canteur, donc l'autre fils de Jeanne, issu du premier mariage. Il s'agit de la même terre, en fait, là, qui avait été donnée à son grand frère quelques années plus tôt, mais qui était malheureusement décédé. C'est donc Charles qui va en recevoir cette terre. Martin, je crois que cette terre avait été maudite parce qu'un an plus tard, Charles décède lui aussi en ayant à peine profité de cette terre-là, à peine une seule année. Donc, aucun des fils Le Canteur n'aura eu le temps de se marier. En plus de vivre la perte de son fils, Jeanne est également veuve depuis quelques jours pour une seconde fois, parce qu'en effet, Robert Lévesque est décédé lui aussi le 11 septembre 1699, à l'âge de 57 ans seulement, à Rivière-Ouelle. Jeanne va épouser d'ailleurs en 3e et dernière noce Jean-Baptiste François Deschamps, le seigneur du lieu avec qui Robert Lévesque était sur le bateau. Et lui d'ailleurs, dans ce mariage-là, va gagner quand même un important montant, autant en argent, en biens et en terres. J'avoue avoir un côté très cynique dans la vie. Je ne sais pas si c'est mon côté cynique, mais j'ai vu là pour Deschamps quand même une très belle opportunité d'agrandir ses biens fonciers en héritant un peu d'une certaine façon des terres de Lévesque. Mais bon, ça reste mon avis personnel. À son propre décès à Jeanne, le 24 novembre 1716, Jeanne lègue par son testament un montant de 130 livres qui sera réparti à 8 églises des alentours. Et quelle est la mémoire du passage des Lévesques jusqu'à nos jours? Il y en a, là, quand même. Il y en a, mais... C'est un nom connu. Oui, mais je vous avoue avoir été un peu déçu parce qu'il n'existe aucune rue au nom de Robert Lévesque ou Jeanne Chevalier. J'ai donc décidé de limiter mes recherches à Lévesque ou Chevalier dans la ville de Rivière-Ouelle, et même là, aucune rue ne porte ce nom, ni le nom de Lévesque, ni le nom de Chevalier. C'est un peu décevant, considérant que Robert Lévesque figure quand même parmi les premiers habitants de la région. Il y a toutefois une plaque commémorative au cimetière de Rivière-Ouelle qui rappelle le passage du couple Lévesque-Chevalier, et impossible de penser au nom Lévesque sans bien sûr penser au seul et unique René Lévesque. René, lui, naît à Campbellton, au Nouveau-Brunswick, non pas parce que sa famille est originaire de là, mais pour une raison vraiment triste, en fait. Les parents de René, Dominique et Diane, habitent alors à New Carlisle, qui est un petit village gaspésien d'environ 1000 habitants à l'époque. Alors que Diane était enceinte du grand frère de René Lévesque, elle va décider d'accoucher à la maison, comme la grande majorité des femmes, mais le médecin qui vient sur place est en état d'ébriété. Après quelques fausses manœuvres, l'enfant décède, causant un traumatisme à la mère de René. On le serait pour moins quand même. Donc, lorsque vient le temps d'accoucher du petit René Lévesque, elle va donc décider de se rendre à l'hôpital le plus près de chez eux, qui est celui de Campbellton, au Nouveau-Brunswick. Celui qu'on va surnommer l'enfant terrible de la politique québécoise semble avoir quand même un petit côté rebelle dans ses gènes, parce qu'il y a notamment dans ses ancêtres Charles Pearson, qui était un rebelle de la marine britannique, ainsi que Germain Dionne, qui était un rebelle canadien-français, qui lui s'était joint aux Américains afin de les aider à envahir Québec en 1775. Fils d'avocat, René Lévesque se trouve un travail de correspondant de guerre en 1944 aux États-Unis grâce au fait qu'il soit polyglotte. À son retour au Québec, il est accompagné d'une grande réputation pour son travail de communicateur, et après une belle carrière en journalisme, il va annoncer le 6 mai 1960 qu'il va se présenter pour le Parti libéral dans l'ancien comté Montréal-Laurier. Élu avec une très mince majorité, il va devenir ministre des Travaux publics ainsi que ministre des Ressources hydrauliques, un ancien ministère qui est aujourd'hui devenu ministère des Ressources naturelles. Toujours sous Jean Lesage, il va être également le ministre de la Famille et du Bien-être social, qu'on appelle aujourd'hui simplement le ministère de la Famille. Son plus grand accomplissement reste toujours d'avoir fondé le Parti québécois avec la fusion d'un mouvement qu'il avait créé, le MSA, le Mouvement Souveraineté Association, avec le Parti du ralliement national, le ARN de Gilles Grégoire. C'est sous ce parti qu'il va mener un premier référendum le 20 mai 1980 où le camp du non va l'emporter avec 59,5% des voix. C'est lors de son discours d'après-référendum qu'il va prononcer cette désormais célèbre phrase. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois.
Je sais pas pour toi, Martin, mais moi, les applaudissements, ça me donne des frissons. On sait malheureusement que cette prochaine fois qui a eu lieu le 30 octobre 1995, bien que le résultat fût beaucoup plus serré, n'aura pas donné les résultats escomptés par Lévesque, avec un résultat de 50,6% pour le camp du non. René Lévesque s'éteint à la suite d'une crise cardiaque le 1er novembre 1987 à Montréal, à l'âge de 65 ans seulement. Monsieur Lévesque, est-ce qu'on a dit des niaiseries? Est-ce qu'on a été quand même assez bon? Oui, c'est très bien. C'est très bon. Merci beaucoup. J'ai pas un mot à dire. Toute l'histoire à partir de la cathédrale de Québec, etc. Tout est vrai. Jean-Baptiste Deschamps aussi. Tout est bon. Bon, on peut... Je me pose une question. Vu que Robert Lévesque avait le droit de pêche, lui et ses descendants. Ah, OK. Donc, je ne sais pas si le droit existera encore. C'est une bonne question. Tous les Lévesques, 70% des Lévesques auraient le droit de pêcher le saumon. Ouais, ça serait ça veut dire que vous pourriez aller pêcher le saumon. C'est bon, ça. On invite les gens intéressés à se rendre sur votre site web associationlevesque.com. C'est sur ce site d'ailleurs qu'on peut voir également qu'il va y avoir votre prochaine assemblée générale annuelle qui va se tenir à la Pointe-à-Quercy, qui est un arrondissement de Québec, le 13 septembre prochain. La date limite pour s'inscrire est le 8 août. Donc, sur votre site web, tout est vraiment très complet. On vous remercie énormément de votre présence aujourd'hui, d'avoir validé nos informations et on espère que les gens vont joindre votre association en très grand nombre. On remercie chaleureusement également Samuel Vénière, historien chargé de projet au Musée naval de Québec. Cet épisode était présenté par généalogiequebec.com, la plus grande collection en ligne d'archives historiques du Québec et du Canada, avec plus de 100 millions de documents pour retracer votre histoire familiale. Et en tant qu'auditeur, vous profitez d'un rabais exclusif de 25% sur votre abonnement en entrant le code promo Histoire25. Pour notre prochain épisode, Martin, on a eu envie de parler d'un sujet peut-être un peu plus crunchy, j'ai envie de dire. On va parler de prostitution avec notre invité Noémie Noël et de Guillaume Couture, ancêtre de la grande majorité des familles Couture du Québec. Ben là-dessus, on va se souhaiter un magnifique 2 semaines, mon cher ami. Reviens-nous avec plein d'énergie, profite du soleil. Puis comme toujours. On se parle bientôt. Merci. Merci tout le monde. Au revoir. Bye. Notre histoire nous sera racontée dans ce passé des contes.